Bonjour à tous et à toutes, ici Jester et bienvenue dans cette 14e et dernière chronique concernant les Chevaliers d'Or. Enfin, c'est bientôt fini. On va parler de Doko ici. Doko, le Chevalier d'Or de la Balance, le dernier survivant de la dernière guerre sainte, un homme qui a reçu le pouvoir de Misopétamenos, ce qui lui a permis de vivre pendant 261 ans, dans le but d'ailleurs de garder les 5 pics où sont gardées les âmes des 108 étoiles d'Hadès. On précisera que son apparence et son comportement le rend très proche de Yoda dans Star Wars. De plus, en sachant que Lucas aime beaucoup, mais alors beaucoup la culture japonaise, on peut remarquer que dans l'épisode 3, Yoda emprunte quelques poses que Doko produit et reproduit dans l'arc Hades. Il est le grand maître de Shiryu qu'il considère comme son fils. C'est un personnage très puissant car décrit comme le faux Pop Saga comme étant le plus fort de tous les chevaliers d'Athéna. Il est considéré comme la tête pensante des Chevaliers d'Or, celui à qui tout le monde demande conseil et à qui tout le monde obéit. Il va d'ailleurs servir d'intendant au Pop en l'absence de Saga durant l'arc Asgard ainsi que Poséidon. Même si cela n'a jamais été affirmé dans la série, il est indéniable qu'il prend bel et bien ce rôle. Il est important aussi de préciser que ce personnage est littéralement composé de deux personnages, le vieux Doko, sage et posé, ainsi que le jeune Doko qu'on l'on retrouve dans l'arc Hades, qui est beaucoup plus fougueux, ce qui est parfaitement retranscrit dans Soul of Gold, mais cette dualité entre les deux facettes du même personnage le rend totalement méconnaissable et est expliqué par son signe. Vous en doutiez, on va en parler, nous allons parler du signe de la balance. Donc un petit peu de mythologie. Comme le nom des étoiles principales de cette constellation l'atteste, la balance était à l'origine soit considérée comme les pinces de la constellation du Scorpion, soit considérée comme la balance dans laquelle Zeus plaça le sort des Grecs et des Troyens durant la guerre de Troie. Pour les Chinois, c'est un peu plus compliqué, elle représente le yin et le yang. Et le yin et le yang représentent la dualité complémentaire, deux choses opposées dépendant l'une de l'autre. C'est un concept central de la philosophie chinoise. Le yin est associé aux valeurs suivantes: le froid, le calme, le doux, féminin, la nuit, l'humide, le non solide, le passif. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Le yang, lui, correspond au chaud, emporté, dur, masculin, le jour, sec, solide et actif. De plus, il est à noter que beaucoup d'illustrations animales du yin et du yang représentent le yang comme un tigre et le yin comme un dragon. Référence évidente aussi à Doko comme le tigre ainsi que Shiryu comme le dragon. Doko représente donc à travers son signe l'équilibre mais aussi le yin et le yang. Il réunit d'ailleurs l'opposition du tigre et du dragon, du fait que Doko représente enfant tigre en chinois comme en japonais, et on parle donc d'un tigre qui utilise des techniques de dragon. Un peu de dragon dans le tigre. Il réunit donc en lui-même une opposition qui est fondamentale, mais qui est aussi dépendante. On va un petit peu parler d'où il vit maintenant, parce que Doko vit au Rosan, ou le mont Lu, ou Liu, je sais pas trop comment ça se prononce en chinois, ce qui signifie montagne où vit le dragon, montagne où vit le tigre, pardon. Ce qui est tout à fait adapté donc pour ce personnage. Au niveau de son design, eh bien c'est clairement inspiré du design des armures autrefois portées par les dirigeants chinois. En effet, le casque et les parties ressemblant à des compilations de plaques et de plates y fait tout à fait allusion. D'ailleurs, cette armure montre beaucoup d'asymétrie, ce qui fait que c'est aussi un truc assez important, car c'est la seule à bénéficier d'asymétrie dans son armure. En tout cas dans les armures d'or, ce qui provient évidemment de la dualité de cette armure. Au niveau relationnel, eh bien c'est le grand maître d'un peu tout le monde, car tout le monde le respecte, Saga compris, alors qu'il le considérait comme un renégat. Il est aussi très proche de Shiryu et de Shunrei à qui il donne une éducation. Pour son évolution, eh bien, on a un jeune qui s'efforce de mûrir prématurément car il n'a pas le choix, et reprend son immaturité quand il en a enfin l'occasion, ce qui surprend même le chevalier du taureau dans le Soul of Gold. À part ça, il n'y a rien à dire de plus car, effectivement, il n'a pas vocation à évoluer mais à permettre aux autres personnages d'évoluer. Tel un maître. Beaucoup critiquent Doko pour ne pas être intervenu dans la bataille du sanctuaire, ou du moins avant, car il était tout à fait au courant, tout comme Mu, que le Pop était un faux. Eh bien, c'est pour bien des raisons, et la première, c'est qu'il n'avait aucune chance face à autant de chevaliers d'or. En effet, aussi puissant puisse-t-il être, face à autant de chevaliers d'or, il n'a pas la moindre chance. Puis il n'aurait fait que diviser le sanctuaire, créant une plus grande guerre, car beaucoup seraient restés fidèles de toute façon au grand Pop. Et cette guerre aurait tout simplement affaibli le sanctuaire face à une nouvelle menace que seul Doko voyait venir, l'arrivée des spectres. Voilà, c'est fini pour cette chronique. Merci beaucoup de m'avoir suivi durant ces 14 épisodes. Et pour cette fois-ci, évidemment, pas de vote.
Mais promis, je reviens très bientôt avec un peu du lourd quand même. En attendant, n'hésitez pas à me proposer des thèmes ou même de me dire quel chapitre vous voudriez voir abordé dans la suite. En attendant, je vous dis portez-vous bien. Ciao, poilu barbu.